Donc nous allons enchaîner sur la séance d'hier et ce soir nous allons arriver à une période bien déterminée, dans une conjoncture bien déterminée, qui est celle du XIXe siècle et qui voit la Palestine inscrite dans ce qu'on appelait à l'époque les provinces arabes de l'Empire ottoman. Tout comme hier, je ne vais pas vous raconter tous les faits, je vais par contre, encore une fois, vous proposer un mode de lecture de cette période. Et si j'ai fixé ce thème pour la deuxième séance, c'est parce que je pense que des éléments qui se sont joués à cette période ont eu leurs conséquences, et souvent dramatiques, près de 50 ans ou 60 ans plus tard. Vous voyez également comment parfois des flux commencent à une période et dont on ne voit les aboutissements et les conséquences et les transformations radicales que des décennies plus tard. Et c'est assez intéressant ce laps de temps, dans la mesure où ceux qui ont vécu le début des faits ne sont pas du tout ceux qui subiront les conséquences des faits. Et vous allez voir à quel point des transformations dans la structure de la propriété terrienne, personne ne pense à ce moment aux conséquences que cela aura, ou en tout cas on pense que c'est fait pour d'autres, dans d'autres buts, vont devenir dans les années 20-25, ça nous le verrons demain, une des principales tragédies subies par la paysannerie palestinienne face à ce qu'on appelle les Fonds nationaux juifs, c'est-à-dire ces organes en charge de l'acquisition des terres. Et vous allez voir un peu comment, au XIXe siècle, surtout dans la deuxième moitié, se passe un phénomène absolument inouï, qui est une réinvention de la Terre Sainte, dont je vous ai parlé hier, dans le cadre de ce que, notamment les missions anglicanes, donc anglaises, avaient appelé, pour que ça soit quand même un peu plus présentable, et c'est le terme, la croisade pacifique, c'était quand même une croisade, et vous allez voir à quel point, là encore, Herzl n'a pas encore fondé son mouvement, il n'a pas encore rédigé son État des Juifs, il n'a pas encore participé au congrès sioniste, mais vous allez voir à quel point cette vision anglicane de ce qu'est la Terre Sainte et de ce qu'est le texte biblique va avoir comme conséquence sur, et comme, non pas comme conséquence, va donner une sorte de base fantastique pour le développement de la politique de remplacement des Palestiniens qui aboutira en 1948 à une disparition de la Palestine. Et ça, on y reviendra. Juste un point de forme, hein. Vous posez toutes les questions que vous voulez, mais j'ai vu hier à quel point la plupart des questions portaient sur des séances à venir. J'ai aucun problème, hein, comme vous l'avez vu, je peux répondre. Mais donner un peu de temps, ça ne fait rien, à ce que les choses aillent un peu plus profondément, donc que je puisse un peu vous les exposer plus en détail, parce que les questions sont forcément limitées, le temps est limité en fin de séance, et les réponses sont forcément courtes. Donc pour que vous ayez beaucoup plus d'éléments précisément pour poser les questions. Donc je vais vous dire un peu ce qui va se passer. Aujourd'hui, essayez de concentrer vos questions sur ce que nous dirons aujourd'hui. Et n'ayez pas d'inquiétude, comme hier, les questions que vous vous posez étaient en tout cas prévues. Les thèmes allaient être abordés. Puisque demain, nous irons au fond dans toute la période qui va de la Première Guerre mondiale à la guerre de 48, et que dans la dernière séance, je vous parlerai toute la question du noyau, de la gestation, ce qui va devenir le mouvement national palestinien, ce qu'on appelle également la résistance palestinienne, de ce que seront les réfugiés, et fondamentalement de ce qui s'appelle aujourd'hui un des grands nœuds de toute la négociation, qui est la question du droit au retour. Donc si vous avez des questions, voilà un peu dans quel agencement, dans quel ordre de séquence les choses vont se poser.
Donc la Palestine, en cette deuxième moitié du XIXe siècle, est une province ottomane. On appelle ça les provinces arabes de l'Empire. Toute la région a été conquise au début du XVIe siècle, donc en 1516-17. Très grande expansion. L'Empire ottoman, pour que vous ayez une idée, allait du Yémen jusqu'à Vienne. Et en Méditerranée, couvrait quasiment tout le bourgeois méditerranéen de la Turquie vers la Syrie, l'Orient, les Liban, Palestine, l'Égypte actuelle, jusqu'aux frontières du Maroc. Donc vous voyez un empire incroyablement étendu, extrêmement puissant, et qui va, dès le XVIe siècle, donc pendant 4 siècles, subir des coups de boutoir, ce qu'on appelait, je vous dirai ce que ça veut dire, les puissances, et qui ne tombera qu'à la Première Guerre mondiale, pour vous donner une idée de cette robustesse extraordinaire. Or, déjà parler de cette longévité, de ce souffle de l'Empire ottoman, nous amène à parler de sa façon de gérer les provinces, car c'est là que réside, en fait, pas du tout, puisque tout, après la bataille de l'Épante, toutes les batailles menées par l'Empire sont des défaites. Toutes. Et il ne tombe pas. Ça vous donne une idée quand même de ce système qui s'avérait extrêmement solide. Et il faut qu'on commence par parler de cela pour que vous compreniez comment les provinces, ce qu'on appelait les provinces arabes, fonctionnaient. Donc c'est un système qui a quelque chose de miraculeux. D'ailleurs, aujourd'hui, avec la montée un peu des fondamentalismes, beaucoup de discours nostalgiques disent « Ah, quand même, sous les Ottomans, c'est fantastique. » Pourquoi? Et vous savez que ça va absolument à l'encontre de tous les clichés qu'il y a en Occident sur le cynisme, le sadisme, la perversité sexuelle des Turcs, qui a accompagné ces 4 siècles de guerre pour casser l'Empire. C'est une société extrêmement raffinée, c'est une société de combat, et c'est surtout une société, et c'est cela qui est le secret de sa longévité. Ce n'est pas simplement sa répression féroce des révoltes, c'est le fait que son tissu social, qui est extrêmement diversifié, imaginez tout ce qu'il y a comme différence de société, du Yémen jusqu'au rempart de Vienne, toute l'Europe centrale qui va venir après le bloc soviétique, tout cela était dans l'Empire, plus l'Afrique du Nord, à l'exception du Maroc, plus tout l'Orient, jusqu'au Golfe Persique. Imaginez la variété et la diversité. Eh bien, ils avaient monté un système extraordinaire de voisinage. C'est-à-dire comment des communautés différentes peuvent avoir des rapports de voisinage sereins. Ce qui va vous donner une idée de ce que sera également la structure des sociétés elles-mêmes, c'est-à-dire on laisse, on préserve, on sauvegarde, et on laisse les territorialités internes des sociétés. Et la grande force des Ottomans, c'est qu'ils n'ont pas tenté de transformer en profondeur les sociétés qu'ils dominaient, mais qu'ils leur ont fixé 2 règles. Le paiement de l'impôt, qui est le tribut, qui est payé au sultan, et les levées militaires, parce qu'il y avait tout le temps des guerres. Si ces 2 règles sont respectées, plus l'ordre public, ça roule. Et c'est une chose extrêmement importante, et vous allez voir que tout ce qu'on sait sur la période très agitée, notamment le génocide des Arméniens, notamment tous les problèmes, ne viendront, contrairement aussi à une image très répandue, qu'une fois que le sultan est tombé. C'est les officiers modernistes qui seront génocidaires. Je ne suis pas en train de faire un éloge, une apologie des systèmes royaux et des systèmes des princes. Mais pour vous dire, c'est une petite parenthèse, le génocide fait partie de la modernité, hélas. Ce n'est pas par hasard que le XXe siècle a été tellement génocidaire. Génocide des Arméniens, génocide des Juifs, génocide, etc. Le Rwanda, c'est presque la marque de fabrique du siècle que nous venons de traverser.
ça fait partie, quelque part, d'une certaine idée de la modernité, mais ça, c'est une autre histoire. Et c'est pas par hasard, c'est pas du tout par hasard, que le génie des chaînes de la construction des voitures Ford aux États-Unis était éperdu d'admiration devant l'organisation des camps de concentration. Parce qu'il y avait une organisation industrielle, là de voitures, là-bas de la mort. Ça fait partie de l'industrie du génocide. Ah. Donc, je reviens, l'Empire est là. Et pour comprendre ce système, donc, l'État central, hein, la capitale Istanbul, préserve, elle sauvegarde les règles et les coutumes locales. Elle n'y touche pas. Elle leur donne l'appui de l'État. En échange de quoi elle leur demande leur allégeance. Et surtout, elle réforme la taxation et finalement l'usufruit de la terre. Parce que c'est des pays fondamentalement ruraux. Il y a des taxes de passage, il y a des taxes douanières, mais le gros des rentrées de l'Empire vient des productions agricoles. Ainsi, les chefs locaux, et vous allez voir comment vous allez retrouver ce tissu social, également sur le petit territoire palestinien, parce qu'il fait partie de la trame de la société. Les seigneurs locaux donc sont intégrés à l'administration, on les nomme gouverneurs, on leur donne des fermages, je vais vous expliquer, des fermages d'impôts dans leur propre district, et les pouvoirs locaux qui existaient déjà dans les lieux au moment de la conquête sont reconnus à condition qu'ils soient des intermédiaires pour assurer et le règlement de l'impôt et la levée des soldats en cas de guerre. Ce n'est pas par hasard que les notables dans le monde arabe sont appelés A'yan, qui est le pluriel des yeux. Ils sont les yeux du sultan. À eux de garantir l'ordre public sur place, au sultan de les rétribuer en échange, parce qu'ils assurent la collecte, ils assurent le bon ordre public, ils assurent les levées des militaires, et ils obtiennent en échange la protection du pouvoir central, qui est donc un système d'allégeance. Donc, tu me fais allégeance, je te couvre. Les pouvoirs locaux ont été quelque part résorbés dans ce système de pouvoir. Je ne suis pas en train d'aborder, je n'aborderai pas, la situation de la cour ottomane, qui est infiniment plus élaborée, plus complexe, mais je parle des provinces, de la façon dont on gère l'Empire. Donc, on a des couches sociales qui sont intermédiaires entre Constantinople et les provinces. Une des grandes sources, une des grandes causes de confusion vient du fait qu'on a souvent abordé ces provinces en fonction de leur division administrative. Parce que les provinces étaient subdivisées. Il y avait des provinces, il y avait des sous-districts, il y avait des régions, ça allait jusqu'au village. Et ce qui fait que beaucoup de gens expliquent ou racontent cette histoire uniquement en fonction des changements des tracés de frontières, vient du fait que ces délimitations changeaient tout le temps. Donc il faut se poser la question, pourquoi est-ce que ces délimitations bougent en permanence? Et quel rôle elles ont? Pourquoi il y a ces divisions? Toujours, par exemple, à un moment, Saint-Jean d'Acre, au nord de la Palestine, fera partie de la province de Beyrouth. À d'autres périodes, la province de Damas va quasiment jusqu'à Jérusalem. Après coup, et là vous voyez comment les choses après sont mal lues, on dira, mais elle est où cette Palestine? Elle a fait partie de 1000 bouts différents. Et c'est là qu'il ne faut pas se laisser prendre par cette forme. Parce que la société réelle, elle était à sa place, elle n'était pas disséquée. Et je vais vous expliquer le système.
Pourquoi est-ce que ça bouge? Ça bouge parce que selon les bons services ou les mauvais, on donne un droit de prélèvement de l'impôt aux arians, aux notables locaux, aux chefs dans les régions. Mais quand ils s'avèrent être très très bons au travail, ou qu'on veut les consolider, qu'est-ce qu'on fait? On leur élargit la surface de la zone sur laquelle ils ont le droit de prélever les impôts. Ce sont des fermiers généraux. Qu'est-ce que le système du fermier général? La plupart des impôts étaient payés en nature. Alors imaginez les problèmes, par exemple, de transporter la part d'impôt de blé jusqu'à la capitale. Il arrivait pourri. Il n'y a pas de train encore, tout est très lent dans les communications encore. Donc, et le Soudan a toujours un besoin pressant d'argent. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps en guerre. Donc, il faut trouver un moyen où il trouve quelqu'un à qui il dit, voilà, tu vois, ce district, ce Sanjak, le territoire, je veux en retirer tant. Paye-les-moi. Et après, tu retires tout ce que tu veux ou tu peux retirer des citoyens locaux. Ça vous donne déjà l'idée d'un système dans lequel les fermiers généraux, qui étaient en même temps, il n'y a pas d'une part les collecteurs d'impôts et d'autre part des notables, et qui étaient détenteurs du pouvoir, ça vous donne une idée à quel point le système était lourd pour la paysannerie, c'est-à-dire pour les couches les plus humbles des sociétés, et elles étaient majoritaires. Donc on écrasait les gens sous les impôts. Vous allez voir un peu comment la modernité des impôts va encore plus déposséder la paysannerie. Donc il y a ce système de l'iltizam, qui est aussi... Oubliez les mots, je vous l'ai dit au cas où parfois vous ne voyez pas ce nom, vous voyez de quoi il s'agit, c'est le système des fermiers généraux. Mais ces couches sociales, donc la question des provinces est une question qui ne tient pas du tout au fait qu'elle reflète une réalité physique ou humaine ou sociale ou nationale. Elle reflète la façon dont l'impôt est distribué et partagé, dont les ressources sont partagées, donc dont les pots de vin sont partagés, donc la façon dont on couvre ou ne couvre pas, ou parfois des gouverneurs par exemple qui avaient perdu des affrontements, perdaient leur province, et ou s'ils n'étaient pas rappelés à Istanbul et donc écartés complètement du pouvoir, on réduisait leur base en disant bon, tu pouvais lever l'impôt dans 3 districts, finalement tu n'en as qu'un demi, on va changer les divisions. Il y a également d'autres facteurs qui jouent pour la question des frontières. Je vous donne un exemple parce qu'il concerne directement la Palestine. Entre 1830 et 1839, l'Égypte vit une expérience exceptionnelle, qui est ce début de sa modernité à l'Égypte, qui est sous l'époque d'un sultan qui vient d'ailleurs de l'Europe centrale, qui est monténégrin, et dont la dynastie durera jusqu'au président Nasser, avec le dernier de la dynastie qui sera le roi Farouk. Cette dynastie, pardon, albanaise, pas monténégraine, cette dynastie albanaise, poussée par les Britanniques, qui travaillent un peu toute la situation, va bouleverser l'économie égyptienne, et en même temps pousser les armées à la conquête des provinces ottomanes, et la Palestine sera occupée par des troupes égyptiennes jusqu'en 1830 à 1839. À ce moment-là, et c'est le point sur lequel je veux insister, je ne veux pas raconter toute cette période, qui est la conquête d'Ibrahim Pacha, qui est le fils du sultan Mohammed Ali. À ce moment, après ils seront cassés, ils devront de nouveau fuir vers l'Égypte. À ce moment, les Turcs se rendent compte que Jérusalem est une ligne de première défense. Pas du tout parce que c'est une ville sacrée, pas du tout à cause du poids de la ville, à cause de sa symbolique, pas du tout. Parce que quand vous arrivez par la côte, il était extrêmement difficile de continuer, en venant d'Égypte, pardon, il était difficile de continuer à avancer
Donc très très souvent, les armées conquérantes montaient jusqu'à Hébron, attaquaient Jérusalem, puis redescendaient vers la côte. Vous savez, ce schéma a été celui de Saladin, dans les croisades, il sera celui d'Allenby en 1917. Ça sera toujours comme cela qu'on attaquera Jérusalem. Donc Jérusalem se retrouve le point faible du front turc. À partir, par exemple, de cet événement, je vous donne ça comme exemple, Jérusalem devient une ligne de front, donc Jérusalem devient le centre administratif d'une région beaucoup plus grande. Elle n'était pas le centre administratif. Mais ce n'est pas parce qu'elle devient plus importante ou moins importante, parce que les Turcs décident, c'est une ligne de front, donc il faut s'y trouver en force, parce que c'est par là que pourraient venir ou revenir des armées. Donc, laissons de côté toutes ces questions de transformation de l'assiette de l'impôt. C'est cela, fondamentalement la question des frontières locales. Et revenons aux couches sociales. Alors, vous avez là un autre cliché que vous allez lire partout si vous regardez un peu des ouvrages qui affirment qu'ils font un peu des approches sociales de la Palestine. Vous avez toujours trois groupes, on vous le donne tout le temps. Les chefs traditionnels réactionnaires, la paysannerie gigantesque écrasée, et entre les deux, ce qu'on appelait un peu le groupe des jeunes intellectuels des villes qui étaient formés, etc., éduqués, et qui pouvaient représenter à un moment une alternative. C'est totalement faux. Je vais vous dire pourquoi. Non pas qu'il n'y avait pas et des paysans, et des chefs traditionnels, et des gens éduqués. Mais parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que dans ce schéma très mécanique, très formel, on oublie la réalité profonde de la société. Cette société est fondamentalement, que ce soit la Palestine ou les pays arabes qui l'entourent, une société dont la trame est une trame clanique familiale. Alors, ce qui est extrêmement intéressant à voir dès que lors qu'on commence à aborder les choses de façon concrète, c'est que les groupes dont je vous ai parlé se retrouvent dans chaque clan. Il n'y a pas d'une part le clan des traditionnels, d'autre part de la paysannerie écrasée, et vous avez dans le même clan d'habitude et des gens qui sont au sommet de la hiérarchie, et des gens qui sont tout à fait au bas de l'échelle sociale. Si vous prenez le clan dominant en Palestine, jusqu'en 1948 et même après à Jérusalem, qui est le clan de la famille des Husseini, vous avez les chefs de toute la Palestine qui étaient de Husseini, vous aviez des gens très très pauvres qui étaient aussi des Husseini. Donc l'échelle sociale est au sein du clan. Et ça, c'est très intéressant d'une part pour étudier le comportement, comment ça fonctionne, et également pour voir que la géographie sociale n'est pas celle qu'on pense. Parce que, comme vous dites un clan, vous dites un petit territoire du clan. Donc il y a des territorialités claniques et l'ensemble constitue le tissu social global. Alors, pour ne pas non plus tomber dans des schémas, etc., qui sont ces groupes? Qu'est-ce qu'il y a dans chaque clan? Tous ont cela. Vous avez un peu ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on aurait appelé en Occident la noblesse de robe, c'est-à-dire les ulama, c'est-à-dire les docteurs de la loi, ceux qui ont capacité à expliciter les textes de loi. Et vous avez, parallèlement, même s'ils sont minoritaires en nombre, vous avez également un clergé chrétien. Ne tombez pas non plus dans le panneau de ne voir dans la Palestine qu'une trame islamique. C'est une société mélangée. On va le voir d'ailleurs en termes de propriété religieuse. Par exemple, aujourd'hui, les biens, les propriétés chrétiennes sont infiniment plus vastes à Jérusalem que ceux de propriété des autorités religieuses musulmanes. Très peu de gens savent que le plus grand propriétaire de biens à Jérusalem, c'est les églises. Et vous allez voir pourquoi. Donc vous avez ce groupe-là. Ce groupe-là, on l'appelle l'Ashraf, Ashraf veut dire la noblesse. C'est une noblesse de robe. Et très très souvent, elle se prévaut, ce n'est pas le même système que les royautés, etc., d'un lien de famille avec le prophète. Donc d'une descendance en lignage direct de la famille du prophète. C'est pour ça qu'on dit Ashraf. Je veux dire noble, mais ce n'est pas la noblesse au sens occidental. Hein. Nous ne sommes pas au Moyen-Âge
en Occident. Vous avez également des notables, puisqu'on a dit il y a une noblesse de robe, vous avez des notables dans le même clan, hein, nous sommes toujours dans un seul clan. Vous avez également des notables séculiers, c'est-à-dire des personnes qui sont propriétaires de terre, exploiteurs de terre. Je vous dis pourquoi, parce que la propriété, la pleine propriété, la propriété privée au sens où l'enfant en Occident n'existe pas encore, et ainsi de suite, qui sont aussi dans les clans, et qui sont très très souvent les cousins germains d'ailleurs des autres. Hein, c'est une combinaison. Et vous avez également, au niveau des classes dominantes, mais ça c'est le seul corps qui est à part, ce qu'on appelait les janissaires. Les janissaires sont des garnisons militaires envoyées par les sultans qui sont installés dans tous les points importants, précisément au cas où ça bouge, pour ramener immédiatement l'ordre public. Là, ce sont des troupes qui ne sont pas arabes. Elles sont envoyées de la capitale. Et les Ottomans avaient un art très très développé de ne mettre jamais dans une de leurs régions des troupes qui venaient de la région elle-même. Les troupes étaient toujours un peu venues d'autre part de l'Empire. Ce qui n'empêchait pas très très souvent les combinaisons de se faire et de marcher malgré le fait qu'ils ne venaient pas du lieu. Mais vous avez un peu ces trois groupes, et bien sûr, au bas de l'échelle, vous avez, dans le clan, vous avez les gens simples, enfin toutes les autres catégories, tous les autres niveaux de vie. Mais cette structure, dans ces différences, est soudée par un ciment inouï, qui est le rapport de la parenté. Ils sont parents. Et on désigne par le mot de fard, qui veut dire les cuisses, selon leur importance dans le corps du clan. Vous avez par exemple chez les Husseini des fard, donc des cuisses, je traduis littéralement, donc des couches, qui sont parents, qui sont apparentés, mais qui ne sont pas du même rang et très souvent pas de la même fortune. Mais quand ce groupe, ou quand un des étages de ce groupe est menacé, le groupe se soude, fonctionne comme un seul homme. Et ça, c'est une donnée fondamentale. On va le voir même dans les années 30 après. Et un tissu, je dirais, même si le terme, vous allez comprendre pourquoi, est peut-être un peu impropre, mais vous allez comprendre pourquoi je l'utilise, un tissu géographique. Et là, on va entrer dans une donnée absolument particulière de l'espace palestinien. Vous savez, toutes les sociétés de la planète connaissent des divisions de deux types. Des divisions horizontales, qui sont ce qu'on appellerait aujourd'hui des divisions de classes. Hein, les classes supérieures, les classes inférieures, les classes moyennes, donc des couches. Mais vous avez aussi toujours des coupes verticales, qui sont les régionalismes et les entités en tant que bloc d'espace. Et souvent, le rapport ou la proportion des verticales et des horizontales détermine une bonne partie des traits de caractère d'une société. Dans le cas de la Palestine, les verticalités sont infiniment plus développées que les horizontalités. Non pas qu'il n'y avait pas de problème de classe, non pas qu'il n'y avait pas de problème entre les riches et les pauvres, mais la famille, le clan, était plus fort, ou en tout cas très souvent, infiniment plus fort que ces contradictions internes, et préserver le groupe. Par contre, les régionalismes étaient fondamentaux. C'est un pays, et ça c'est une clé extrêmement importante, elle fonctionne jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au mois de février 2014. Les clés dans ce tissu de pays, c'est une sorte de fédération avant le lettre. Personne ne pensait qu'on faisait du fédéralisme, mais c'est presque une entité, je vous dis, de nature fédérale. Et pourquoi elle est de nature fédérale? Parce que gare à celui qui entre sur les espaces locaux. Tout le clan se lève contre lui. Et de là va naître très tôt une règle de pouvoir en Palestine. On ne retrouve pas ça en Syrie, par exemple. C'est encore une autre variété de relations. Les régionalistes palestiniens sont d'autant plus forts que le pays est très petit. On rendez compte, c'est un pays minuscule.
Mais c'est des entités très très solides. Il ne faut pas y toucher. Parce que vous les perdez en entier. Vous ne pouvez pas jouer une partie du clan contre une autre. Après, ça se fera dans la période moderne. Mais là, celui qui veut tenir l'ensemble doit préserver précisément toutes ces entités locales et leur dire qu'il est le point de passage obligé de chacun des acteurs. Donc, le pouvoir en Palestine, Arafat ne fera pas autre chose dans l'OLP, doit toujours se poser dans des articulations entre les groupes et pas au sein des groupes. Et au contraire, il doit dire à chaque groupe qu'il le préserve, qu'il ne le touche pas. Mais, quand telle région va aller vers telle région, elle passera par lui. Il est le point de passage et non pas celui qui entre sur la structure pour la bouleverser. Vous voyez, dans cette réalité qui est antérieure à la présence ottomane, les Ottomans ne l'ont pas inventée. Vous voyez à quel point cette réalité s'est trouvée adéquate par rapport au système de gouvernement dont je vous ai parlé. Ça collait très très bien. Ça coïncidait un peu avec la vision de gestion des Ottomans. Ce tissu concordait très très bien. Pas de problème. Et ce qui aide en plus la Palestine, contrairement aux pays voisins, et c'est un trait qui constitue cette entité. Du point de vue des appartenances religieuses, la Palestine est le seul cas dans le monde arabe qui ressemble, c'est l'Égypte, et à 90% sunnite, d'un seul rite, seule obédience. Et ça, il y en a 4 dans le sunnisme. Ils sont donc, il y a une espèce d'uniformité, un bloc. Et les chrétiens sont quasiment, qui représentent 10% de la population, sont quasiment à 90% grecs orthodoxes, si ce n'est pas plus. Après, il y aura des communautés latines, presbytériennes, anglicanes, mais ça sera le travail des missionnaires, et je vous en parlerai plus tard. Donc, il y a une espèce de cohésion très très forte, et d'autant plus surprenante que l'espace est très petit, parce qu'on pourrait très très bien comprendre qu'il y ait des sortes de tissus fédérés avant la lettre sur des espaces immenses. Parce qu'il est très compliqué de tout tenir. Là, c'est un milieu très réduit. C'est 30 000 km² l'ensemble. Et tout cela fait que le pouvoir est obligé de toujours tenir compte de ce que je vous ai dit. Tout cela est posé sur une terre fixe, matérielle, qui existe. Alors, quels étaient les régimes de la terre? Comment fonctionnait? Qu'est-ce que c'était que la propriété terrienne en Palestine? Puisque l'impôt est fondamentalement basé sur la production agricole, donc vous imaginez bien à quel point les statuts de la terre et de la gestion, de l'exploitation de la terre sont absolument importants. Vous voyez, l'édifice se tient, il y a l'impôt, les soldats, tout marche. Je ne vais pas vous noyer dans les catégories et les sous-catégories des codes fonciers, mais je voudrais vous donner 4 éléments, parce que nous allons voir comment la modernisation de l'Empire va nous faire exploser. Et nous n'en verrons les conséquences que demain, c'est-à-dire presque 70 ans plus tard. En terre d'islam, donc en terre de l'Empire ottoman, que les propriétés soient chrétiennes ou musulmanes ou autres, toutes les terres de l'Empire sont appelées terres miri. Miri vient de Amiri de l'émir. Ça ne veut pas dire que le sultan est le propriétaire de toutes les terres, bien qu'effectivement il peut fonctionner comme le propriétaire, mais ça veut dire que dans les catégories foncières du droit musulman, quelle que soit, je vous dis encore, l'appartenance des communautés, elles ne doivent pas être musulmanes, mais les terres d'islam, les terres des pays musulmans, ou des principautés, ou des royaumes avant les pays, sont propriétés de la Ummah, c'est-à-dire de la nation des croyants. Et elle s'appelle Miri parce que la nation, la communauté des croyants, est représentée par l'émir. C'est au titre du représentant de la communauté des croyants qu'il est propriétaire de toutes les terres. Donc il n'y a pas, à part
quelques petits cas de gestion. Il n'y a pas de propriété privée au sens où on l'entend ailleurs. Il n'y a pas de mulk, le mulk qui est le terme qui désigne. Alors, pourtant, quand on regarde, on tombe sur des terres de nature mulk. En fait, c'est la gestion, pas la propriété. C'est-à-dire, ça peut être vécu ressenti comme étant un artifice juridique, ça n'est pas. Parce qu'il n'y a pas de propriété. Par contre, par exemple, il y a un mode de gestion qui est le mode qui ressemble à une propriété privée. Et au bout du compte, elle peut être reprise. Le mode peut être vendu, etc., comme une propriété privée. Mais c'est une gestion. Donc c'est un droit de gestion précis. Pas un droit de propriété précis. Le mulk, de toute façon, représentait une catégorie infime des propriétés. Vous avez par exemple des propriétés miri, qu'on appelle miri metrouk. C'est les terres en jachère. Ça ne veut pas dire que si elles n'étaient pas cultivées pendant quelques années, elles devenaient la propriété de quelqu'un d'autre. Non. C'est que ceux qui pouvaient l'utiliser, la cultiver à ces terres, s'ils ne le font pas pendant quelques années, perdent leur droit d'exploitation. Ce n'est pas une propriété. Et vous avez deux très grandes catégories. Et c'est celle-là qui nous importe. Parce qu'elles ont été cruciales dans la constitution et des pouvoirs et des groupes dominants. Vous avez tout d'abord les waqf. Qu'est-ce que c'est qu'un waqf? Waqf veut dire une propriété bloquée. Je vous passe, il y a beaucoup de sous-catégories, hein, comme dans toutes les catégories juridiques, mais ce n'est pas important là pour notre propos. Le waqf, c'est des fondations pieuses qui sont destinées à la charité publique. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un, avant de mourir, qui gère une terre, une grande famille, dit « Je veux l'inscrire en propriété waqf ». Ça veut dire que mes héritiers pourront la gérer, donc rien ne change pour eux en termes de propriété, mais les rentrées du lieu seront distribuées aux pauvres. C'est ce qu'on appelait des fondations pieuses. Bien sûr, vous pensez bien que les groupes dominants se débrouillaient pour ne pas être toujours dans la charité publique. Mais il était extrêmement compliqué de céder la gestion, parce que c'est des gestions bloquées. Par exemple, dans le cas d'un waqf, on ne pouvait pas, au moment de la succession, partager le waqf, il était bloqué. C'est comme ça qu'au fil des années, vous aviez parfois des centaines de personnes dont relevait un waqf. Donc ce qui fractionnait beaucoup la gestion. Encore une fois, il n'y a pas de propriété au sens où on l'entend. Mais ils fonctionnent comme des propriétaires. Les waqf sont une chose extrêmement importante et elles serviront beaucoup à l'ascension de nouvelles catégories sociales dans l'Empire et notamment en Palestine. Parce qu'elles sont un peu un des grands attributs des grandes familles. Mais par exemple, il y a des waqf qui relèvent du sultan à Istanbul. Il y a des grandes mosquées, par exemple, l'esplanade des mosquées, là où il y a maintenant les mosquées sur lesquelles il y a tous ces conflits avec Israël, sont un waqf, mais qui n'est pas un waqf, qui est quasiment un waqf royal. Il n'y avait pas de famille palestinienne qui avait la gestion du waqf des mosquées. Donc selon le domaine de Saint-Sépulcre, relevait du patriarche, ne relevait pas d'une famille chrétienne. Mais c'est un waqf. Toutes les propriétés sont waqf. C'est pour cela qu'il y a tant de conflits aujourd'hui. Quand nous apprenons que l'Église, par exemple, a cédé à des organisations israéliennes des propriétés qui sont des propriétés waqf chrétiennes, qui n'appartiennent pas à l'Église. L'Église ne peut que les gérer. Et l'Église les a acquis, non pas en les achetant, mais parce que des chrétiens, dans leur testament, ont dit « Je veux que cette propriété passe en terre waqf, que je donne à mon Église ». Vous avez donc le waqf. Et vous avez un autre mode de gestion, et qui est lui le plus intéressant en Palestine, et il est quasiment particulier à la Palestine, et je vais vous le détailler. Ce mode de gestion est passionnant à étudier, parce qu'il est un mode de gestion collectif par la communauté paysanne des biens miri
qui traditionnellement relèvent ou dépendent du village ou de la localité. Ce système s'appelle le mouchard. Mouchard, si vous voulez le traduire, c'est très compliqué parce que c'est quasiment la libre pâture. Ce qui veut dire, quand vous dites une libre pâture, c'est qu'il n'y a pas de barrière entre les champs. Mais chaque village a une zone. En règle générale, les villageois, dont la communauté grossit au fil des années, se doivent d'organiser un mode d'exploitation collectif des biens en système mouchard, de sorte à préserver de la façon la meilleure possible l'égalité entre les membres du clan, entre les membres du village. Alors, vous avez tous les ans, un système de partage en bande longitudinale de la propriété du village. Je vais prendre un exemple, un village, et qui est déterminé en fonction du nombre d'hommes en état de cultiver la terre. Donc les proportions changent quand la communauté augmente. Elles sont subdivisées, comme elles sont latérales, de sorte à ce que tout cela soit très très équitable. On ne peut pas faire chacun dans sa petite bande autre chose que ce que fait le voisin. Ce qui fait que les villages produisent tous la même chose. C'est une pratique d'exploitation, notamment céréalière. Le reste, c'est-à-dire les petites cultures, style légumes, etc., sont faites un peu dans des petits espaces autour des maisons. Mais l'exploitation est collective, mais elle est pratiquée individuellement. Une fois que la récolte est faite, on commence par rassembler toute la récolte. On prélève 10% qui est l'impôt imposé, qui est l'impôt qu'il faut payer au sultan. Je vous dirai à ce moment comment arrive le Multazem, donc le fermier général à ce moment. Une fois l'impôt payé, c'est-à-dire les 10% de la récolte donnée au sultan, les paysans se partagent à part égale le reste. Donc, vous voyez, c'est un système extrêmement égalitaire, en tout cas qui se veut égalitaire, qui oblige tout le monde à faire la même chose, et qui est redistribué tous les ans. Ils payent l'impôt collectivement, ils travaillent la même culture collectivement, ils la partagent collectivement. Et tout cela est soumis à la croissance ou pas du groupe. Quand cette récolte est faite, arrive le fermier général, qui n'envoie pas la récolte à la capitale, qui la vend sur place, qui la vend dans les villes, dans l'approvisionnement des villes. Et bien entendu, qui se débrouille toujours, pour prendre beaucoup plus que le 10%, pour dire aux paysans que les 10% qu'ils ont donnés ne suffisent pas à payer l'impôt, pour rentrer, lui, sa rentrée d'argent, et pour revenir dire aux paysans que l'an prochain, vous allez payer les 10% plus ce que vous n'avez pas pu payer cette année. Et c'est ainsi qu'au fil des années, commence à développer une dette paysanne gigantesque. Gigantesque. Et bien sûr, il n'y a aucune limite à cette oppression. Parfois, il y a des jacqueries paysannes, parfois, bien sûr, les relations familiales entrent en jeu pour dire, bon, n'exagérez pas, etc. Mais au bout du compte, comme le fermier général, pour le moment, est très souvent parti du clan, et ce n'est pas l'étranger, ça fonctionne. Vous allez voir qu'à un moment donné, les fermiers généraux étrangers vont entrer à très très grande échelle. Ce système va être frappé à la base et va un peu bouleverser toute la société. Donc c'est un pays agricole fondamentalement, qui a un certain nombre de ports qui fonctionnent à la période dont nous parlons sur la côte. Haïfa, par exemple, qui est aujourd'hui un port très important, n'est pas du tout important. Haïfa avait 5000 habitants en 1905.
c'est minuscule. Haïfa ne s'est développé que avec le développement de la marine à vapeur, parce que toute la marine à voile allait à Saint-Jean d'Acre en réalité. Mais le port de Saint-Jean d'Acre est un port en eau peu profonde. Et quand il a fallu trouver un bassin plus profond, ça a été Haïfa qui s'est développé. Donc mais la période dont nous parlons, c'est de la marine à voile. Saint-Jean d'Acre est un port exceptionnellement important, depuis les croisades d'ailleurs. C'est le centre des Templiers et des Hospitaliers. Et c'est surtout, non pas un port qui produit des choses, mais un produit d'exportation de toutes les récoltes céréalières qui viennent du Golan et du Horan syrien. C'est le point le plus proche vers la mer pour l'exporter. Et on sait que, par exemple, à cette période, vous avez quasiment entre 10 et 12 000 chameaux chargés chaque année qui entrent, des dromadaires chargés de récoltes pour être exportés. Ça vous donne une idée un peu de l'intensité du port. Et vous avez plus au sud deux ports, Gaza, qui est très important dans les rapports avec l'Égypte, mais surtout Jaffa, qui est le grand port de l'exportation des orangeries palestiniennes. Très peu de gens savent, par exemple, que dans les années, à l'époque de la guerre de sécession, les Israéliens disent qu'ils ont inventé les orangers en Palestine, mais pendant la guerre de sécession, la Palestine a exporté des oranges jusqu'en Californie. Et les oranges palestiniennes étaient extrêmement exportables, parce que c'est des oranges à peau épaisse, et donc elles tenaient le coup des longs transports en mer. Elles ne pourrissaient pas pendant le voyage. Et aujourd'hui, une variété, soi-disant, d'orange israélienne que vous trouvez dans les boutiques, qui s'appelle chamouti, tout le monde pense que c'est une invention hébraïque. Eh bien, chamouti en arabe veut dire oblong, et c'est des oranges qui ont la forme des ballons de rugby. Et c'est ce qui leur a donné le nom, c'est un terme qui décrit la forme de l'orange. Les orangeries remplissent toute la côte. Là, nous sommes dans des exploitations de type poulk, propriété, comme je vous dis. On ne peut pas faire des bandes et partager les arbres chaque année, ça impose un autre type d'exploitation. Mais le pays, de façon écrasante, est un pays céréalier. Aujourd'hui, c'est céréales. Et nous avons également, à partir de cette période, j'y reviendrai tout à l'heure, le développement et du pèlerinage, de l'industrie touristique avant la lettre, et des missions religieuses qui commencent à s'implanter en Palestine. Alors, de toutes les possibles communautés que vous pouvez imaginer, tout le monde vient. Des Russes jusqu'à l'Amérique latine. Dans cette structure, il faut aussi, je vous ai parlé un peu de cette forme fédérative, essayez de voir cette donne qui est importante, qui jouera un très grand rôle dans les révoltes dans les années 30, qui est également structurelle. Dans cette situation, comme je vous ai dit que le pays était, non pas une fédération, mais de nature fédérée, ça veut dire qu'il n'y a pas une capitale, mais que chaque bloc a son centre. Bien sûr, Jérusalem, on peut dire que c'est la capitale religieuse de la Palestine, mais c'est tout. En termes de pouvoir, Jérusalem est la capitale de la région de Jérusalem. Les décisions prises par le notables de Jérusalem ne s'appliquent pas à Naplouse à l'époque. Naplouse est également une capitale. Saint-Jean d'Acre est une capitale, mais au sens où je vous le dis. Donc c'est un pays avec plusieurs composantes et plusieurs centres. Ce qui est très intéressant et assez original comme situation. Et les campagnes, et là on retrouve la structure du clan. Chaque ville a un peu son espace de campagne. Par exemple, tout le monde rural autour de Jérusalem est articulé sur Jérusalem. Il l'approvisionne en céréales, il est protégé par la ville, les notabilités, on les retrouve un peu à tous les échelons. La même chose pour Hébron, la même chose pour Naplouse, la même chose pour Nazareth, la même chose pour Saint-Jean d'Acre, Haïfa, et ainsi de suite. Toutes ces villes. Donc vous avez une sorte d'entité. Et c'est très intéressant parce que tout ça est mobile. Voilà la situation dans cette deuxième moitié du... Vous voyez un peu comment le pays est soumis à un vecteur venu de la capitale ottomane, qui est en train de le modeler
en fonction de toutes ces caractéristiques que je vous ai données, et qui sont d'autant plus acceptées et fortes qu'elles ont été un peu conçues ou inventées ou plaquées sur une structure, un réseau déjà existant. Donc, les Ottomans sont musulmans et chrétiens, mais majoritairement musulmans. Ils n'ont pas bouleversé la société. Ils se sont un peu plaqués sur sa nature antérieure ou ses caractéristiques antérieures. Et donc, il n'y a pas vraiment, contrairement à ce qui se racontera après, une relation d'occupé et d'occupant. Très important, on le verra avec la Première Guerre mondiale, les Arabes et les Palestiniens vivront comme un drame le fait d'avoir changé de camp et d'avoir rejoint le camp des Alliés contre les Turcs. Vous allez voir ce qui va déclencher cette histoire. Ce n'est pas du tout ce qu'on pense. Et donc vous avez deux lignes de force. Une ligne venue de la capitale, une ligne venue de l'Europe. Et le pays va être pris en étau entre ces deux vecteurs, ces deux forces qui commencent à travailler l'espace. Celui qui vient d'Istanbul, c'est un pays extrêmement solide, qui est tout le temps en proie à des guerres que les puissances, je parlerai après, les puissances c'est un terme générique, je ne l'ai pas inventé, qui désigne un peu les grandes puissances occidentales et même orientales, puisque la Russie en fait partie. La Russie du Tsar. Les puissances passent leur temps à créer des causes de guerre, elles mènent des guerres, les Ottomans sont battus, et après chaque défaite, le vainqueur arrive en disant bon, réparation de guerre. Vous devez tant. Nous ne sommes pas encore dans la période où l'Occident va prendre pied physiquement dans l'espace. Réparation de guerre. Donc il faut payer. Très bien. L'Empire n'a pas les moyens de payer. Il va s'endetter. Au début, c'est les États qui avancent les sommes. Ensuite, ça devient énorme. Et là, entre en jeu un acteur tout à fait moderne, la banque. Les banques européennes deviendront les créditeurs du sultan. Un sultan de plus en plus défait dans les batailles, donc de plus en plus endetté. À un moment donné, on dit, bon, cette dette devient gigantissime, il faut bien la gérer. On crée une administration qui s'appelle l'administration de la dette publique ottomane. Cette administration de la dette publique ottomane est censée gérer les choses de façon rationnelle, de sorte à ce que les créditeurs soient quand même convenablement remboursés par les débiteurs. Ça ne vous fait pas penser un peu à la Banque mondiale aujourd'hui? C'est exactement ça, c'est le début du système. Et petit à petit, l'endetté est de plus en plus endetté. Les paysans au bas de l'échelle sont de plus en plus écrasés parce que l'endetté dit aux fermiers généraux, j'ai besoin de plus, allez, écrase, écrase, écrase. Les autres n'ont quasiment que de quoi vivre. Les Européens passent leur temps à dire, ah, ça va de moins en moins bien, commencent à réclamer d'autres concessions. D'autres concessions, par exemple, à un moment donné, je vous donne quelques exemples, ils disent, bon, nous allons faire des sociétés de chemin de fer pour relier les parties de l'Empire. Ça permettrait un meilleur règlement de la dette, une modernité qui faciliterait le remboursement. Très bien. Mais comme ça va nous coûter beaucoup d'argent, nous avons un droit sur tant de kilomètres sur la gauche de la voie ferrée et tant de kilomètres, comme par hasard. Les géologues allemands qui sont en tête à ce moment, qui font tout le temps soi-disant des expéditions de repérage pour voir comment faire passer le train, ont déjà déterminé l'emplacement des gisements pétroliers et autres. Et comme par hasard, quand on regarde les tracés faits par c'est toujours des missions militaires, c'est des géographes, des ingénieurs militaires. Vous avez parfois des lignes, comme il y a la concession de part et d'autre du chemin de fer, qui arrivent, qui font une boucle et qui repartent. Comme par hasard, après, on verra qu'il y a quelque chose dans le sous-sol. C'est un exemple. Il y a beaucoup d'autres façons de commencer à prendre pied.
Et de plus en plus, l'administration de la dette ottomane fonctionne comme un syndic de faillite. Sauf que le failli, celui qui est en faillite, c'est un empire énorme. Mais il est aux abois. Il est aux abois, il a tout le temps besoin d'argent. On lui dit, tant que tu payes, la survie du sultanat est assurée. Mais après, bon, ça peut se gâter. C'est à ce moment également qu'entre en jeu, j'y reviendrai après, des créanciers individuels, qui sont des créanciers qui ont des fortunes, qui souvent viennent de l'Empire lui-même. Hein. Ce ne sont pas des étrangers, mais il y a aussi des étrangers, mais qui, à titre individuel, deviennent des gens qui prêtent également de l'argent au sultan. Quand le sultan a des problèmes avec toutes les banques, qu'il n'arrive plus, qu'il en a besoin, il y a toujours un individu qui dit, moi je peux t'avancer, donne-moi quelque chose en échange. Et à ce moment, on va commencer à voir comment le fermage de l'impôt va petit à petit échapper aux fermiers généraux traditionnels et se regrouper entre les mains de quelques très gros créanciers du sultan. Il leur prend le droit, il dit bon c'est fini, c'est l'autre sultan qui va collecter l'impôt parce qu'il m'a avancé des sommes. Je vous donne un nom, vous le verrez en 1927, parmi ces personnages qui sont en fait des usuriers absolus, qui ont fait leur fortune dans l'usure, il y a une famille d'origine kurde, turque, qui s'appelle Sursuk, et que vous allez retrouver dans les années 20, qui va faire la plus grosse affaire avec les fonds nationaux juifs, au détriment de 55 000 paysans de la bled céréalière de Najib Mahaner dans la Galilée. Ce sera la plus grosse vente de terre, ce pas les Palestiniens qui l'ont fait. Pour le moment, Sursuk devient collecteur d'impôts. Et il arrive chaque année en disant ça va plus tout ça. Dans cette ambiance, arrive à ce moment, après les banques et l'administration de la dette publique, arrivent les experts qui disent, vous savez pourquoi ça ne marche pas? C'est pas que vous n'êtes pas riche, vous n'êtes pas assez moderne. C'est votre système de gestion qui ne va pas. Dans votre système de gestion, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a pas de contribuable. Il n'y a pas d'individu qui paye l'impôt. Alors comment voulez-vous gérer l'impôt? Il y a beaucoup de fuites, il y a beaucoup de perditions en cours de route. Comment voulez-vous qu'on gère? Il faut désormais que le fisc ottoman ait des interlocuteurs qui soient des individus. Mais alors, pour que les interlocuteurs soient des individus, il faut, les repérer, les fixer. Comment les fixer, des individus qui sont des contribuables, alors que notre propriété dans le mouchard bouge tous les ans? Et comment faire que le mouchard continue à diviser et à travailler collectivement? Alors on va dire, bon maintenant ça y est, ça suffit. Il faut commencer à inscrire la propriété terrienne dans les registres fonciers. C'est la révolution la plus radicale en fait. On venait de mettre fin aux mairies, on venait de fonder, sans le dire, la propriété privée, on venait de créer dans les villes ce qu'on appelait les tapous, qui sont des registres fonciers. Et à ce moment, les collecteurs d'impôts, dont Sursuk, se présentent devant les paysans en disant bon, ça ne va plus du tout, non seulement vous ne payez pas assez d'impôts, en plus vous êtes endettés d'une année sur l'autre, vous êtes devenus gigantesques, je ne sais pas comment vous allez faire pour rembourser. Ils disent on ne sait pas comment on va faire pour rembourser. Ils leur disent bon, peut-être que inscrivez les propriétaires en mouchard, en nom dans les registres. Pour la paysannerie à ce moment, rien n'a changé. C'est là où le tout se passe inouï dans l'histoire. C'est là qu'il y a l'entourloupe. On leur dit, vous continuez à être aussi pauvres, vous aurez toujours aussi faim, vous continuerez à travailler. Vous exploiterez la terre et vous continuerez à me payer un impôt. Mais bon, une partie de la dette, je vais vous l'effacer parce que vous avez inscrit la propriété en moi. Le mouchard est mort. Et avec le mouchard, qui est une structure sociale, qui n'est pas simplement le fait de diviser des lopins de terre pour les cultiver et payer des impôts, une forme de la cohésion de la cellule paysanne et commence à être détruite. C'est-à-dire, ces groupes qui étaient communautaires deviennent une communauté d'individus.
fondamental ce bouleversement. Bien sûr, il y a également d'autres éléments, il faut moderniser l'armée, il faut moderniser le système des droits, et ça c'était une avancée, on en parlera, puisque à ce moment, les Ottomans adoptent le code Napoléon, c'est le code civil français qui est devenu le code civil dans l'Empire ottoman. C'est pour cela que jusqu'à présent, dans des pays qui après seront des pays de colonisation britannique, le code civil est français, c'est pas la common law anglaise. Ça reste de notre époque. La Jordanie, par exemple, et l'Égypte, qui ont été deux forteresses anglaises, ont un système de droit, le système de droit français, qui sont les restes du code Napoléon. Mais ça, on va en parler après. Mais en tout cas, donc il y a toute cette histoire de la modernisation. Et puis commence le grignotage réel sur le terrain. Un pouvoir, ce qui détermine un pouvoir, c'est qu'il a une juridiction sur les citoyens. C'est-à-dire qu'il a une légitimité, une souveraineté sur les individus. À ce moment entrent en jeu les puissances qui disent les minorités sont menacées dans l'Empire. Nous allons commencer à prendre quelques-unes sous la protection de nos consuls. Et ils vont soutirer petit à petit du tissu social, des communautés qui faisaient partie intégrante de ce tissu social, mais en même temps, ils leur donnent un privilège, parce que quand il y a des problèmes, ils passent désormais devant des tribunaux qui sont dans les consulats et pas devant les tribunaux ottomans. Ils les privilégient, bien entendu, cela s'accompagne également d'un certain nombre d'activités commerciales et financières, puisqu'ils deviennent des représentants des produits européens, des représentants des firmes européennes, ainsi de suite. Et cela crée une exacerbation très très forte au sein des sociétés. Et tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi? C'est le même coup qui s'est fait avec les lois Crémieux en Algérie. Quand on a donné aux Algériens juifs, qui n'étaient pas français, la nationalité française, et donc l'éducation gratuite pour tous, pas pour les autres. On les a tout d'un coup privilégiés et ça a créé... Bon, dans nos régions, ça va créer des épisodes sanglants, notamment au Liban et en Syrie, entre les communautés druzes, musulmanes druzes ou musulmanes et les communautés chrétiennes. Et ce qui est très intéressant là, et souvenez-vous de ce que je vous ai dit hier sur la pluralité. Vous voyez comment les clés continuent à fonctionner. Je donne un exemple. Là, je vous ai parlé de la pluralité de la société palestinienne et comment fonctionnait le rapport aux religieux. Eh bien, nous avons tous les échanges consulaires pendant qu'éclatent les affrontements sanglants au Liban et en Syrie, où les consuls écrivent, notamment le consul de France, le consul de Prusse qui est furieux, et d'autres écrivent à leur ministère en disant c'est pas possible. Nous avons fait le tour des localités chrétiennes palestiniennes en leur disant vous n'allez pas vous soulever pour aller en aide à vos frères qui se font massacrer, et ils ne bougent pas. Ça ne veut pas dire que les Palestiniens sont plus clairvoyants que les autres, mais ça veut dire que le système de contradiction communautaire fonctionnait beaucoup plus difficilement dans la société palestinienne du fait, ce que je vous ai dit hier sur le fait que chaque individu se considérait comme réceptacle de tout ce qui s'était passé dans la terre, et donc il avait un rapport religieux qui n'était pas le même, qui n'était pas tribal, comme dans les pays voisins qui sont à quelques kilomètres de la Palestine. Mais dans les autres guerres, et à partir du système de protection des minorités, les consuls commencent à dire nous allons prendre pied. Par exemple, le massacre du Liban, on a un peu tous les détails, comment les choses ont été un peu aiguisées, fomentées, et comment les combats ont été suivis à ce moment de la demande express des puissances de venir, chair en os, s'installer dans les pays pour protéger les minorités. Ce qui rend les minorités encore plus détestables aux yeux de la majorité, ce qui est terrible. C'est une gestion de préparation des guerres civiles futures qui est en cours. Voilà un peu ce qui se passe parce que les Ottomans sont endettés. Voilà un peu la succession des concessions dramatiques et des développements dramatiques. Mais il n'y a pas que cela. Il y a parallèlement à cela, c'est le deuxième vecteur, je vous ai parlé de deux vecteurs, il y a un mouvement qui va s'avérer être miraculeux hein, pour
pour ce que sera le mouvement sioniste après, qui est un mouvement né dans l'église anglicane. Ça commence en Angleterre, où les autorités religieuses sont absolument furieuses des thèses de Darwin, des thèses sur l'évolution des espèces. Et commence un débat incroyable sur le fait que Darwin bouleverse, en fait, le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse raconte la création de l'univers par Dieu. Darwin vient de dire non, non, il y a une évolution des espèces, je vais l'expliquer scientifiquement. Et aujourd'hui, on ne se rend pas compte de l'ampleur de cette bataille. Elle a pris des proportions folles à l'époque. Vous avez toujours un courant, d'ailleurs, aux États-Unis, qui forme de quelques dizaines de millions de citoyens américains, qui défend les mêmes thèses que l'Église anglicane au XIXe siècle. Donc l'Église anglicane dit non, 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 c'est Darwin, c'est un charlatan. Le texte de la Genèse est un texte d'histoire. C'est des événements réels, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que l'univers est né. Où allons-nous aller prouver la théorie en Palestine? Et là commence l'arrivée des missions anglicanes qui veulent montrer dans la Palestine comment Darwin est un charlatan et comment le texte est un texte d'histoire, puisque c'est là que ça se trouve. Ceux qui inventeront le terme de croisade pacifique, avec dans la tête un livre formidable. Quand même. Ils vont arriver également, tout cela coïncide, c'est le hasard, chargés d'appareils photographiques, parce qu'ils disent, nous allons prouver par l'image la vérité de nos thèses. Et la photographie, à la différence de la peinture, elle est objective, elle montre ce que l'objectif voit, elle n'est pas soumise à la subjectivité, aux émotions du peintre. Alors que la photographie est infiniment plus subjective que beaucoup de peintures du monde. C'est une autre histoire. Et se développe à ce moment un mot d'ordre, vous allez voir de vos propres yeux ce que les prophètes ont vu. Et pour voir de ses propres yeux ce que les prophètes ont vu, ça veut dire que la vue n'a pas bougé pendant 2000 ans. N'est-ce pas? Et à ce moment commence à naître une expression qui sera reprise par tous les voyageurs, qui sont souvent des prêcheurs anglais, qui parlent de l'Orient, immovable, immovable, c'est-à-dire figé, qui est figé dans le temps. Ce qui veut dire que l'arrivée vers la Palestine, cette redécouverte soi-disant de la Palestine, fait que le pays est immédiatement abordé comme un vestige. Rien n'a bougé. C'est une ruine du passé. Et le lieu est quand même très décevant par rapport à cette théorie. D'une part, c'est un très petit pays humble et tendre. Il n'est pas à la hauteur du livre. Quand même, c'est pas dans ces paysages de petites collines que l'univers a été conçu et créé. Il ne faut pas exagérer, ça ne colle pas. C'est pas dans ces petites montagnes du sud que Dieu a donné les tables de la loi. Et alors vous allez voir que les photos, par exemple, faites de ces montagnes, si vous les regardez, si vous ne savez pas où c'est, vous dites que c'est des photos prises dans l'Himalaya. Il faut que le paysage soit à la hauteur de son contenu. Et puisqu'on ne peut pas faire entrer un livre dans un paysage, on va mettre le paysage dans le livre. Et vous avez toute la distorsion qui va commencer. Et à ce moment, puisqu'on est dans cet Orient immuable, dans cette terre sainte, les habitants, il y a déjà une énorme déception au début, on le voit beaucoup dans les textes, ils sont extrêmement déçus et même écœurés de voir à quel point les Palestiniens juifs ressemblent à des Palestiniens chrétiens qui ressemblent à des Palestiniens musulmans. Parce qu'eux venaient avec l'idée bon, qu'il y a quand même des races et une supériorité de certaines catégories par rapport à d'autres. Ils sont dégoûtés. Ils sont encore plus dégoûtés quand ils voient arriver les pèlerins chrétiens russes. Là, il y a des textes d'un racisme incroyable. Mais quand même, on va continuer à faire comme si on ne voyait pas ce qu'on voyait. Il va y avoir des délires archéologiques. Vous avez par exemple un photographe, qui était d'ailleurs un formidable homme d'affaires, qui a eu l'idée géniale à un moment de dire, bon, la Bible est jusqu'à présent illustrée de gravures, je vais l'illustrer de photos, de tirages originaux. Vous allez voir. Qui s'appelait Frisch. Mais Frisch décide d'arriver en Palestine par le Sinaï comme Moïse.
Et il y a un passage dans la Bible, dans l'arrivée de Moïse, je crois, qui se fait laver les pieds par une esclave abyssine. Fils fait venir une noire africaine qui lave les pieds et se fait photographier avec ses pieds dans une écuelle en train de se bref. Ensuite sort cette édition qui était un best-seller au XIXe siècle. Vous avez un autre Anglais qui était le roi de l'arpentage. Il s'était institué le roi des arpenteurs parce qu'il prenait dans le texte biblique tous les passages où il y avait des coudées, des coudées qui étaient de mesure. Le temple dans telle ville à Jéricho était de 35 coudées sur le truc. Il arrivait avec son truc, mesuré et creusé en disant c'était ici. Et il y a un délire fou. Et vous avez déjà un peu la généalogie de ce que je vous ai dit hier sur la théorie de l'antériorité par la fouille archéologique. Vous voyez comment tout s'articule. Et puis, il faut à tout prix voir ce que font ces gens qui sont là. Alors vous avez une infinité de textes, de descriptions, un travail soi-disant anthropologue, mais énorme. Il y a une littérature que vous ne pouvez pas imaginer, qui essaye de voir dans la population actuelle des sortes de restes inconscients de ce que fut le monde biblique. Par exemple, vous avez des photos de paysans, on se dit, est-ce qu'il a le geste de Bose en train de cultiver son champ? Est-ce qu'à la charrue, il ressemble à telle description de tel texte? Et petit à petit, les gens vivants deviennent des éléments pétrifiés. Et commence à naître une théorie qui va être ravageuse par la suite, qui est, nous venons pour une rédemption. Vous savez, c'est quand même un élément central dans la religion, la rédemption. Sauf que nous venons pour la rédemption de la terre et pas des hommes. C'est-à-dire, la terre de Palestine a besoin de trouver sa rédemption parce qu'elle est souillée par ceux qui y vivent. La souillure vient des humains par rapport au lieu. Et se développe cette terre formidable, il faut délivrer la terre de ses habitants. Mais comment commencer à dire qu'il faut les délivrer? On commence à dire qu'ils n'ont pas à être là. À ce moment naît la grande littérature de louange du bédouin. Tout d'un coup, l'arabe bédouin devient un personnage magnifique. Pourquoi? Parce qu'il est noble, il est tout ancien, de très beau pur sang. Sauf que le bédouin est nomade. Et que vous le voyez entrer d'un coin de paysage, il sort de l'autre. Donc ces gens n'ont pas à être là, ils sont de passage, et il faut qu'ils repartent. Se développe à ce moment toute une branche de ce peuple qui est un occupant illégal des lieux, et de plus, il les a réduits à un état de désastre, le pays est à l'abandon, ils ne savent pas cultiver. C'est là que naît toute la terre, toutes les thèses sur ce terrain culte, ces gens qui ne savent pas cultiver, alors que ce n'était pas du tout le cas. On a toutes les images qui disent le contraire de l'époque. Et surtout, le moment est venu de les voir repartir. Donc, de voir revenir ceux qui n'y sont plus depuis 2000 ans. C'est ainsi que ce mouvement anglicaniste va être en fait le socle, sans l'avoir calculé, des théories qui viendront après dire les Palestiniens n'ont pas à être ici. Les Juifs reviennent en Palestine, ils ne viennent pas. Tout va se jouer sur ces deux lettres. Ils auraient dit on vient, il n'y aurait pas de problème. Parce que dans l'idée que nous revenons, désormais, les vrais propriétaires des lieux sont là. S'il vous plaît, bon, ça va, vous êtes restés là quelques siècles, maintenant il faut vider les lieux. Vous êtes des squatters. Un peuple entier devient un squatter de sa terre natale. C'est ainsi que se développe cet anglicanisme. Pourquoi ils le font? Ils sont passionnistes. Ils le font parce qu'ils sont aussi dans un délire qui est que l'anglicanisme est la perfection du judaïsme. Et ils sont convaincus, contrairement au catholicisme et aux autres courants de l'Église chrétienne, ou aux autres églises, les Juifs à un moment vont devenir anglicans parce que c'est l'anglicanisme qui accomplit le texte biblique. Et à ce moment, on va avoir des sociétés anglaises
qui sont de sociétés des fondations faites pour convertir les juifs à l'anglicanisme. Bien sûr, ça ne marche pas du tout. Et il y aura un consul britannique complètement tapé qui s'appelait James Finn, qui sera le consul d'Angleterre à Jérusalem, qui aura un mandat très très long, et qui décidera qu'il avait trouvé la formule magique pour que les juifs deviennent anglicans, à la religion anglicane, en disant c'est très très simple, on va faire traduire les offices anglicans en hébreu, et comme ça, ils commenceront à appeler en hébreu, mais ils seront anglicans et basculeront, bien sûr, personne n'a basculé. Aujourd'hui, le temple, près de la porte de Jaffa, à Jérusalem, près de la tour de David, pour ceux qui ne connaissent pas, est occupé par une association millénariste américaine qui dit exactement la même chose. Intégristes. Ils ont occupé le même lieu. Donc il y a toujours des espèces d'échos symboliques en Palestine. Et vous voyez que là, le tableau est prêt. La scène est dressée pour d'énormes modifications, d'énormes changements. Ce qui le retarde, qu'est-ce qui fait que ça ne tombe pas à ce moment? Qu'est-ce qui fait qu'il va falloir la Deuxième Guerre mondiale? Une donnée très importante, qui est que ces puissances, nous les appelons les puissances parce qu'elles foncent toutes dans la même optique, mais elles sont aussi en concurrence entre elles. C'est ça qui fait que, par exemple, par moment, quand vous avez des révoltes fomentées par les Anglais, les Français débarquent en disant, vous savez, on peut quand même bloquer l'histoire. Ou les Allemands, ou les Prussiens, ou les Autrichiens, ou les Russes, ainsi de suite. Dans cette période a lieu une autre transformation dans la modernisation. Je vais parler de la modernisation de l'impôt, et ainsi de suite, mais on dit également au sultan, écoute, le problème, c'est que tu n'as pas une administration moderne. Ça suffit, les notables, les arianes dans les villes, etc. Il va falloir créer des fonctionnaires en bonne et due forme que tu installeras dans les chefs-lieux. Et c'est à ce moment que l'Empire, pour la première fois dans son histoire, va mener une lutte, et c'est le premier emploi de l'artillerie à l'intérieur des régions palestiniennes pour casser par les armes les notables locaux, les chefferies locales. Pas pour les annihiler, pour leur dire maintenant il faut aller dans les villes. C'est comme ça qu'on va trouver les notables de Naplouse qui essaient de s'installer à Jérusalem, ainsi de suite, parce qu'on leur dit désormais le pouvoir, il n'est pas dans vos petites capitales éparpillées, il est dans les centres que nous fixons. Jaffa est un chef-lieu, Gaza est un chef-lieu, ainsi de suite. Mais, là encore, l'histoire est très pernicieuse. Les notables se débrouillent pour devenir de nouveaux fonctionnaires. Et c'est ainsi que les familles qui avaient investi l'impôt, investi tout le système traditionnel, se retrouvent ayant investi l'administration. Ils gardent le pouvoir. Et ils jouent. Et enfin, ils ont juste changé de casquette. Mais ils n'ont plus la perception de l'impôt, ils n'ont plus toutes les prérogatives qu'ils avaient avant. Et leur base sociale, leur paysannerie est complètement disloquée dans le nouveau code foncier. Le code foncier, pardon, je voulais vous le dire, dont je vous parle, c'est le bouleversement de la propriété et l'institution des registres date de 1858. Donc tout à fait le début de la deuxième moitié du 19e. Voilà un peu le paysage du lieu, voilà le décor dans lequel va débarquer le mouvement sioniste. Souvent, vous avez des lectures de complots fabuleux dans l'histoire. Vous voyez comment les Anglais, en fait, avaient monté le coup pour préparer. Rien de tout cela. C'est le hasard. À un moment donné, des vecteurs convergent sur le coup. Vous pouvez être sûr que Theodore Herzl, qui à l'époque est un journaliste qui n'a strictement aucune idée de tout cela, d'ailleurs, la première chose qu'il fait, quand il commence à élaborer son projet de foyer national, c'est d'aller à Istanbul en disant au sultan, est-ce que je peux t'acheter la province palestinienne? Il continue à penser que c'est le sultan qui décide, bien sûr, le sultan de Moulin, il ne peut pas vendre, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu la situation dans laquelle nous sommes à la veille de la Première Guerre mondiale. Je vais ajouter un point. Demain, j'avancerai sur la question de la modernité. Je vous pose ça pour que vous ne posiez pas de questions. Je vais vous parler de la modernité, je vais vous parler des réformes, et je vais vous parler du début de la naissance des frontières, et ensuite de la période mandataire britannique. Et après, demain, nous parlerons de 1948, la question des réfugiés.
À ce moment part ce mouvement, je vous en ai dit 2 mots hier, de la presqu'île arabique, appuyée par les troupes anglaises, pour lancer une guerre dans le cadre de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire le moment où se décide la mise à mort du sultan. Et c'est pas par hasard que l'Allemagne s'est retrouvée, c'est un des éléments, c'est pas le seul, hein, il y a quand même des causes en Europe de la Première Guerre mondiale. Mais soyez sûr d'une chose, si l'Allemagne avait gagné la guerre, la Première Guerre, elle serait elle la puissance coloniale du Moyen-Orient, pas les Anglais et les Français. Ils leur ont arraché tout, c'est les Allemands qui avaient sorti tous les gisements de pétrole irakien, c'est les Allemands. La ligne de chemin de fer qui s'appelait le BBB, c'est Berlin, Bagdad, Basra, sur le Golfe, était allemande. Et ainsi de suite. Les Allemands étaient en pointe. Ils ont perdu la guerre, donc. Et les Russes ont eu la révolution de 1917. C'est ça qui a fait que les autres sont restés seuls en scène. Mais ce qui est très intéressant à ce moment, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui fait que le monde arabe, notamment, je parle de l'Orient, bascule dans le camp des troupes alliées contre les troupes ottomanes. Alors, il n'y avait pas ce fossé, il n'y avait pas cette déchirure entre les deux. Eh bien, pour une raison au galop dont on ne parle pas. Si on revient au texte, les notables, les intellectuels, parce qu'il y en a beaucoup à ce moment, qui sont dans le mouvement de réforme, sont très très sceptiques, ils ne savent pas dans quel camp aller. Ils vivent presque de façon affective la demande qui leur est faite de lâcher les Ottomans. Qu'est-ce qui va leur faire lâcher? Pourquoi? Parce que c'est un monde qu'ils connaissent, c'est un monde qui ne les a pas vraiment provoqués, c'est un monde qui les a préservés et sauvegardés, qui n'était pas un modèle de démocratie, mais en tout cas, ce n'est pas de société démocratique encore à l'époque. C'est une société de hiérarchie qui sont considérées comme des plans normaux et naturels quasiment. Qu'est-ce qui fait que ça lâche? Ça lâche à partir de 1908, quand les jeunes Turcs, donc la modernité qui a renversé le sultan et qui va amener le temps moderne en Turquie, décide de forcer les Arabes à parler les Turcs à la place de l'arabe. La déchirure se fera encore. Vous voyez un peu le rapport avec ce que je vous disais hier sur la force et l'importance intime de la langue. C'est la turquification qui fera qu'ils lâcheront. Ils auraient tout, ils n'auraient pas lâché. Ils imposent l'apprentissage de l'hébreu dans les écoles les Israéliens imposeront après l'apprentissage en Galilée en 49. Et là, on essaiera d'imposer le turc et ça ne marchera pas, ça explosera. C'est vraiment le coup qui est venu un peu couper les derniers fils. Bien sûr qu'il y avait des revendications indépendantistes, il y avait des revendications nationales, mais il y avait quand même beaucoup d'élites qui n'étaient pas contre l'indépendance et la souveraineté nationale, mais qui pensaient que cela pouvait se faire dans un aménagement au sein de l'Empire ottoman. Avec la question de la langue, c'est fini. La rupture est réelle et de profonde. Et comme par hasard, elle vient des modernistes turcs. Elle vient pas, encore une fois, je ne suis pas l'avocat du traditionnalisme. Je vous décris les choses comme elles se sont passées. L'Empire va être disloqué, on va arriver dans la zone des partages, les Palestiniens vont entrer dans leur histoire très particulière. On en reparle demain. Voilà. C'est vrai, oui, c'est absolument. C'est une tendance religieuse partagée par tous les courants de la religion chrétienne. Mais ce qui est quand même la différence pour la Palestine, c'est que, comme je vous ai dit, comme je l'ai dit, donner ces détails, les puissances prenaient chacune sous sa protection certaines communautés. Les Anglais sont les premiers à dire qu'ils sont les protecteurs des Juifs. La France va dire que je suis le protecteur des catholiques. C'est pour cela qu'il y a une telle présence importante au Liban de la France. Pas par hasard. Mais comme par hasard aussi, la France, dès le XVIIe siècle, et notamment Lyon, a au Liban les plus grands lieux de production de la soie, du verre à soie. Et l'industrie lyonnaise, les soyeux lyonnais, s'approvisionnent. C'est pour ça que les jésuites débarquent dans la montagne libanaise et pas dans les montagnes palestiniennes. Mais c'est pour ça aussi qu'un homme comme Edward Said, qui vient d'une communauté grecque orthodoxe, était en fait anglican,
Parce que les anglicans, par exemple, dans la ville d'origine d'Edward, disent, voilà, ceux qui entrent, qui commencent à venir prier dans les temples anglicans, leurs enfants seront éduqués gratuitement et scolarisés. Et de tout cela, et ça je vous en parlerai demain plus en détail, va naître un plurilinguisme extrêmement incroyable, parce que vous avez les Russes, par exemple, il y a une énorme école russe à Nazareth, et qui précisément fait qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui parlent le russe. Parmi les premiers textes écrits à la fin du XIXe siècle sont des études en russe par des Palestiniens, qui sont en fait des Grecs orthodoxes de Galilée, qui ne sont pas du tout des Russes. Vous avez l'allemand. Tout le premier courant de l'anthropologie palestinienne écrit en allemand. Vous avez l'anglais, bien sûr. Vous avez le français avec toutes les missions. Vous avez le grec pour les églises orthodoxes. Vous avez l'italien. Vous avez l'éthiopien. Vous savez, ça je vous en parlerai demain, de cette ébullition du savoir et des langues. Mais il est extrêmement intéressant de voir comment, à partir d'un certain nombre de choix, il fallait prouver que la Bible était un texte d'histoire. La Bible s'est déroulée sur le territoire de la Palestine. Il fallait donc prendre en protection les enfants de la Bible, qui sont les enfants des communautés juives. Et donc, par exemple, mais le problème, c'est que le tsar sort du jeu. Avec la défaite de 17 et les bolcheviks ne sont pas très soucieux à ce moment de protéger les communautés grecques orthodoxes de Palestine. C'est pour ça que l'église grecque d'Athènes prend une telle ampleur, alors que ce n'est pas une grande puissance. La France continue, et c'est pour ça qu'elle hérite de la Syrie et du Liban. Les Anglais hériteront de la Palestine, ils sont déjà bien implantés en Égypte, et donc ils ont bien vu le fait qu'ils sont sur les deux rives du canal de Suez. Donc il y a également beaucoup de calculs stratégiques dans cette période. Mais c'est sûr que sur le fondement de la démarche, il n'y a pas grande différence. Le pays, dès le départ, ce n'est pas des gens qui arrivent dans le bateau. Il ne faut pas avoir en tête l'idée du schéma des immigrants qui arrivent dans les ports dans les années 20 et dire c'est comme ça que le pays n'était pas vide, il n'a jamais été vide. Le pays était un pays de multi-tribus comme toutes les régions. La France était une multi-tribu, la Belgique également à une époque. Il n'y avait pas de pays avec des peuples constitués. C'est comme nous le montrons à ces périodes-là. Le pays était un pays dans lequel se trouvaient des tribus cananéennes, phéniciennes, philistines, hébraïques, et ainsi de suite. Nous savons aujourd'hui, notamment ce qui se raconte sur ces fameuses théories des séries, des classifications de races, l'ensemble de ces tribus étaient cananéens, avec des systèmes rituels, des systèmes de religion ou de rites, disons, qui différaient des uns et des autres. Mais nous avons beaucoup d'éléments qui se confondent. Je vais vous donner un exemple qui est quand même dans la Bible. On peut y arriver. Salomon, qui est quand même un roi juif, il n'y a pas de contestation là-dessus, épouse la fille du roi de Tyr, au sud-Liban, qui dit « Je n'épouse que si j'amène avec moi mon Dieu à Jérusalem ». Elle vient avec son Dieu Baal, qui a donné Baalbek au Liban. Et nous avons quand même un passage dans la Bible où les prêtres vont se plaindre auprès de Salomon du fait que le temple, nous disent-ils, le temple de ta reine est plein à craquer, et le temple lui est très peu fréquenté. C'est dans la Bible. Pour vous dire que c'était déjà multiple. Il n'y a pas eu d'arrivée par des bateaux, ça on va le voir dans les années 20 et 30. Le gros problème dans ces classifications, d'une part, parce qu'il n'y a pas de documents écrits, nous ne sommes pas au Moyen-Âge, nous sommes dans des périodes beaucoup plus anciennes. Il y a bien sûr, des archéologues ont sorti énormément d'éléments. Nous avons par exemple quand même sorti par l'école biblique du Caire un certain nombre d'éléments de pierre sur lesquels on trouve le mot Palestine à l'époque de Ramsès II. Ça ne veut pas dire que c'était un pays au sens moderne avec des frontières. Ça veut dire qu'il y avait déjà des tribus philistines. Et il y avait des tribus hébraïques et des tribus cananéennes, et d'autres, il y a beaucoup dessous. Et tout cela était un seul monde. Vous voyez?
Donc le terme d'implantation des Palestiniens est très faux, en plus il est injuste, parce qu'il laisse supposer que les Palestiniens se sont implantés dans leur patrie, tout comme les colons aujourd'hui s'implantent en Cisjordanie. Non, ce n'est pas une implantation, ils étaient là. Mais ce n'est pas des pays, encore une fois, c'est des zones avec des communautés tribales, des clans, et qui sont parfois en alliance, parfois en guerre, et qui sont chacun son récit mythique, son récit des origines. Le récit biblique, dont on sait aujourd'hui, qu'il a une multitude d'auteurs, deuxièmement, qu'il a été mis par écrit au 2e ou 3e siècle avant Jésus-Christ, donc il a commencé comme des traditions orales qui circulaient, et on sait aujourd'hui, par des analyses extrêmement poussées, les structures de langue, que les auteurs ne sont pas les mêmes, où il y a des contradictions, mais quelle importance? Parce que ces textes, encore une fois, on ne va pas tomber dans les travers de l'Église anglicane. Ces textes ne sont pas des textes d'histoire. Ils sont des textes qui disent pour un clan, pour un groupe, voici nos origines. Or ça, c'est fondamental dans les clans. Et ce n'est pas seulement chez les clans juifs ou pas juifs. Vous avez des entretiens, et ce n'est pas scientifique, faits par des chercheurs du 19e, notamment un très grand chercheur qui s'appelait Croyer, qui était un prêtre, qui interviewe des chefs de clan. L'obsession des chefs de clan, mais ça c'est toute la région, c'est pas qu'ils soient chrétiens ou juifs ou pas juifs ou païens c'est de dire leur généalogie. Et il y a des chefs de clan qui se souviennent de 5-6 générations, et après qui commencent à sauter des siècles, et tous les clans à un moment donné aboutissent à Noé. Pensez bien que c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais c'est une façon d'être légitimité par une généalogie, même si elle est fictive. Donc tout cela a beaucoup joué, et cela est très beau. C'est pas... Le problème, c'est quand on se met, est-ce que c'est une preuve que les Palestiniens ont droit aujourd'hui à avoir une nationalité? C'est pas ce que vous dites. Je profite de votre question pour répondre à d'autres discours. Voilà la question. Il n'y a pas d'implantation. Ça, c'est une thèse tout le monde est venu du dehors. Avant, donc tout était vide. Non, c'était pas vide. Nous avons à Jéricho, quand même, des traces de vie qui remontent à 50 000 ans. Nous avons sur le Carmel, ma ville natale, sur le Carmel, vous avez, dans les années 20, des découvertes britanniques extraordinaires. Pourquoi? C'est le plus vieux signe d'activité religieuse de la planète. Il y a des squelettes plus vieux, mais on a pourquoi? C'est la première fois qu'on a trouvé des personnes qui étaient enterrées, peut-être qu'on en trouvait d'autres, mais pour le moment on n'a pas trouvé plus vieux, avec des objets rituels. Et l'enterrement des cadavres avec des objets rituels pose le fait que ces gens commençaient à se poser la question de l'au-delà. Pourquoi donne-t-on à un mort des objets? Parce qu'il faut qu'il l'accompagne ailleurs. Donc, se poser la question de la mort, et est-ce qu'il y a quelque chose après? Il n'y a pas de sépulture avant. Donc, il y avait déjà, toutes ces présences étaient là avant, ce n'est pas des débarquements ni des implantations. Voilà. Mais le vestige le plus important qu'on a trouvé, c'est le vestige égyptien, qui sont des stèles marquées pendant les conquêtes, parce que Ramsès II a fait beaucoup de guerres en Palestine, et où on a retrouvé à plusieurs endroits sur des stèles, donc des inscriptions, c'est ce qui les a conservées, c'est sur de la pierre, le terme philistine, d'ailleurs, dans des orthographes avec un peu de variation, parce qu'elles étaient phonétiques, et elles étaient reprises en fait par des gens qui ne parlaient pas le philistin, qui parlaient la langue ancienne de l'Égypte pharaonique. Donc on a des signes. Mais là encore c'est un débat historique intéressant, c'est un débat d'archéologue passionnant, c'est pas un débat politique. Parce que dès lors qu'on commence à se dire, est-ce qu'il y avait une trace, est-ce qu'il n'y avait pas une trace, on revient à dire qui était là avant l'autre, et donc qui a le droit d'être là sans l'autre. Vous voyez le danger de cette démarche. Je vais vous dire autre chose, qui est l'inverse. Et ça ne change rien. Ça ne veut pas dire qu'Israël doit partir. Vous allez bien comprendre. Il y a un archéologue israélien qui s'appelle Israël Finkelstein. Vous avez un texte dans la Bible qui est la conquête de Jéricho par Josué, le Shur ben Nun. On nous dit dans la Bible qu'à un moment donné, les remparts de Jéricho étant imprenables,
les anges du Seigneur apparaissent, sonnent leur trompette, les remparts s'écroulent, et Josué envahit la ville. C'est le texte. Nous savons, nous pouvons dater la période de Josué. Josué n'est pas un personnage mythique, il a existé. Israël puis quelque chose, c'est publié, c'est même traduit en français. Commencent des fouilles pour la même période, la même strate, à Jéricho. Et là, il est abasourdi parce qu'il tombe sur des remparts intacts. Où sont passés les anges, que personne ne sait, et les trompettes. Il leur a dit, il n'y a jamais eu de bataille à Jéricho. C'est un récit mythique sur l'entrée des Hébreux en terre de Canaan. C'est pas vrai, ça. Très bien. À ce moment s'ouvre un débat avec les sectes. Parce que vous voyez à quel point ces choses sont dangereuses. Israël Finkelstein, qui est un très grand archéologue israélien, qui est complètement israélien, qui n'a aucun problème avec ce sujet, est accusé de travailler à la destruction de l'État d'Israël. Comprenez les enjeux, il faut faire très attention avec ça. Oui, la royauté britannique. Et qui, après les conquêtes, après avoir massacré tout le monde des Soudanais, tout le monde du Nil, revenait toujours se reposer à Jérusalem, après les campagnes. Et donc, il y avait à Jérusalem un lieu qui est le Saint-Sépulcre pour les catholiques et les grecs orthodoxes, mais pas les protestants. Donc on dit, voici le tombeau du Christ. Un jour, il est sur la terrasse d'un hôtel qui est maintenant un hôtel très chic, mais qui n'était pas un hôtel, qui était un lieu de mission également suédoiso-américaine, qui est l'American Colony, qui est maintenant un hôtel à 15 étoiles. Il est sur la terrasse et il a une illumination incroyable, en disant, j'ai trouvé le vrai emplacement du tombeau du Christ. Alors il prend une carte sur laquelle il découpe un squelette qu'il articule, il lui met sa tête là où il a décidé qu'il y a le vrai tombeau, il lui met ses orteils sur l'emplacement du Saint-Sépulcre qui est dans la vieille ville, et comme il ne peut pas être droit, il se débrouille pour le plier et lui placer son coccyx sur la mosquée, dans l'esplanade de mosquée. Donc d'un coup de pied il balance les catholiques et les orthodoxes, d'un coup de coccyx il balance l'islam, et il fait ce truc. Et jusqu'à présent vous avez le tombeau de Gordon en allant vers les remparts de la vieille ville. C'est très délirant. Les premiers urbanistes britanniques qui arrivent dans le courant de la grande modernité font les premiers relevés par avion pour dresser le premier plan cadastral de Jérusalem. Quelles sont les zones constructibles, les zones qui ne vont pas être construites, etc. Dans l'avion, il y a un bonhomme quand même très très particulier. Certains parmi vous ont lu le livre de Michel Foucault qui s'appelle Surveiller et punir. Il y a un Anglais qui est un architecte des prisons, qui est un grand spécialiste des prisons, qui a fait un peu des grandes prisons victoriennes en Angleterre. C'est lui qui est l'urbaniste qui arrive à Jérusalem. Il est dans l'avion, et tout d'un coup, il a une illumination. Il voit au sol, vue d'avion, que la ville, sans s'en rendre compte, est en train de dessiner le Golgotha avec les 3 croix. Sauf que ce n'est pas complet. Alors le premier plan d'urbanisme de Jérusalem devait compléter le dessin du Golgotha vu d'avion avec les 3 croix. Et donc, ce qui était constructible était ce qui entrait dans le dessin. Et les zones interdites à la construction étaient ce qui devait rester vide pour ne pas gâcher le dessin. Donc, c'est une terre délirante. Il faut également, bon, ça, aujourd'hui, ça nous fait rire. Ça a été imposé. Ce n'était pas juste un délire fait dans un petit avion. Ça a été imposé. Le premier plan urbaniste devait respecter ce dessin. Bien que personne n'avait vu, puisque personne n'était allé pour le voir. Ils y voyaient là une manifestation divine. Même au niveau de l'urbanisme et du tracé des rues et des plans. Voilà. Un champ de développement. À l'intérieur du pays, c'est à partir de l'industrie du pèlerinage que commencent à émerger des classes tout à fait cossues. Et d'ailleurs, on ne peut pas dissocier, pour l'exemple du pèlerinage, l'importance du couple. On ne peut jamais, s'agissant du pèlerinage et du développement de la ville, du développement des bourgeoisies en ville, on ne
Il ne faut jamais dissocier Jérusalem de Bethléem. C'est Bethléem qui fabriquait toute la production des objets des pèlerins. Ils étaient vendus à Jérusalem. Tout ce qui est en bois d'olivier, c'était une industrie. Vous savez, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la rue Saint-Sulpice à Paris, où était le couvent de Renan. Bien en face, vous avez aujourd'hui Yves Saint-Laurent et d'autres. Vous savez que cette rue était une rue complètement tenue par les missions religieuses. Eh bien, il faut que vous sachiez, au XIXe siècle, il y avait des familles Bethléem qui envoyaient un frère s'installer dans une boutique rue Saint-Sulpice, un autre qui produisait les objets venus de la Terre Sainte, les chapelets, les rosaires, tout ça, bénis, et l'autre les écoulait en France directement. Nous connaissons moi d'ailleurs, les descendants étant complètement français de ces familles qui venaient de Bethléem. Donc il y avait un développement, et c'était très important, ce n'était pas une petite chose le pèlerinage. Et le pèlerinage va se développer parce qu'il y a beaucoup de missions qui s'implantent, donc beaucoup d'étrangers qui viennent. Ça s'organise en grands groupes vers la Terre Sainte. Les transports, ça dure beaucoup moins longtemps. Il y a la marine à vapeur, on n'est plus à la marine à voile. Il y a une sécurité dans les zones, donc les caravanes de pèlerins ne sont plus attaquées pour être rançonnés, pour payer des droits de passage aux tribus bédouines. Et surtout, on voit la naissance quand même des premières agences touristiques. Vous savez, l'agence Cook, qui est un peu le fondateur de tous les voyages organisés, a été créée pour la Palestine. Et nous avons des photos du 19e siècle dans lesquelles on voit des panneaux Cook à l'entrée de la vieille ville, et il n'y avait pas d'autres agences. Et Cook était un intégriste. Au départ, vous savez par exemple que dans les croisières du Cook, il était interdit de boire, parce qu'on allait en pèlerinage, ainsi de suite. Donc, et puis il y a autre chose aussi qui va beaucoup jouer, qui est tout ça compris. Le développement d'une invention qui est faite par un monsieur qui s'appelle Eastman, qui va le dire Kodak, qui crée l'appareil, la petite boîte individuelle, qui fait que non seulement vous pouvez y aller, vous pouvez vous-même faire vos photos, vous n'avez plus à les acheter à des photographes locaux ou étrangers installés sur place. Tout cela concourt à un énorme développement Et puis il y a, n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que les missions étrangères, les consuls, ayant un souci de se gagner des solidarités locales dans les communautés, dans les minorités, vont également donner des agences de produits, de représentation de produits manufacturés, ainsi de suite. Nous sommes dans un bouleversement, on le trouve ailleurs aussi, hein, c'est pas spécifique à la Palestine. Il y a bien sûr le développement de nos jours, mais elle reste partie intégrante de son plan. Les deux dernières questions sont... J'ai fait allusion hier en disant comment l'auteur des paroles de l'hymne national palestinien, qui est un cheikh Taji Farouki, et qui a fait partie du mouvement de la marque des réformes, avait fait ce texte incroyable en disant, nous sommes en 1907, Balfour n'a pas encore fait sa déclaration, dit ce mouvement sioniste vise à nous rendre étrangers dans notre propre patrie. Et j'en parlerai demain. Merci beaucoup.